Donc, thème de la conférence aujourd'hui, de la décolonisation à l'immigration-invasion, la poursuite du plan mondialiste. Si l'on veut comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à la situation actuelle, il faut revenir au texte annonciateur du plan qui allait se développer jusqu'à aujourd'hui. Et vous le savez, comme j'insiste régulièrement, c'est avec la Révolution dite française que tout bascule et que va émerger l'utopie mondialiste dite de la République universelle. Étrange coïncidence, cela aura correspondu avec la montée en puissance du monde juif, dont l'influence sur la Révolution par ses hommes et son argent fut majeure. Cette citation d'Israël Magazine de novembre 2004 est particulièrement démonstrative. Là, ce qu'ils écrivaient, c'est la Révolution française qui accorde une nationalité de droit aux Juifs, mais ce sont les décrets de 1808 de Napoléon qui organisent le judaïsme et qui ancrent les citoyens juifs dans la vie de la cité. En Italie, c'est Napoléon qui supprime les ghettos. Au Portugal, il laisse ouvrir les synagogues fermées depuis plus de 300 ans. En Allemagne, il les libère de toute contrainte. Telle est l'une des raisons pour laquelle je mets régulièrement en garde envers le rôle tenu par Napoléon, cher aux prétendus nationalistes Sidos et Benedetti, de l'œuvre française, entre autres. Non seulement Napoléon, comme on l'a vu, est responsable de l'introduction du monde juif dans la société française, que prudemment nos rois avaient quelque peu tenu à l'écart, mais en pacifiant la Révolution, Napoléon lui a permis de poursuivre son action de destruction de la société. Cela sans oublier le rôle de diffuseur de l'idéologie maçonnique par ses armées à travers l'Europe qui, pas plus tôt arrivées dans une ville, ouvraient des loges. Donc, tout commence à la dite Révolution française, à la fois par l'idéologie maçonnique qu'elle porte en elle et par le rôle que désormais le monde juif va jouer sur la politique française. On en aura un exemple majeur d'ailleurs avec l'abolition des corporations et des corps intermédiaires par la loi de Isaac Le Chapelier en 1791, qui non seulement interdit ces structures, mais interdit toute structure, toute recomposition de structures de défense du monde ouvrier. Ainsi, la finance juive préparait le terrain pour sa conquête économique de la France et d'où allait découler évidemment sa conquête politique. Jusqu'à aujourd'hui. Et remarquons quel était le dessein des conjurés de la Révolution dite française, sinon cette République universelle qui déjà à l'époque ils annonçaient, qui n'est en transcription des termes d'aujourd'hui que ce qu'on appelle le mondialisme. Ou la gouvernance mondiale si vous voulez, bien que le terme de gouvernance mondiale présente tout de même pour eux un certain danger parce que ça a tout de même une certaine connotation de dictature mondiale. Alors que l'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a aucun rapport entre ces événements, ces prémices qui vont aboutir à ce que nous vivons, qu'il n'y a aucun plan, aucun complot,
comme se plaisent à tenter d'accréditer non seulement les auteurs de ce plan, mais aussi des gens qui devraient être les premiers dans les milieux catholiques, dans les milieux dits nationaux ou nationalistes, à mettre en lumière ces textes. Je ne suis pas le seul à y avoir accès, tout le monde peut en avoir accès, ou ne serait-ce qu'à travers mes écrits. Eh bien non, silence, il n'y a pas de complot. Et c'est une des raisons pour lesquelles, progressivement, j'ai pris mes distances avec Rivarol, puisque je me suis rendu compte que périodiquement, dans ces colonnes, on voyait des interventions, qui d'un Pierre Vial, qui d'un Vincent Renoir, qui d'un Spiller, qui de etc., qui venaient vous dire qu'il n'y a pas de complot mondial, que judéo-maçonnique alors encore moins, et que, notamment c'est Pierre Vial qui avait sorti cette perle reprise par Benedetti, qu'il n'était pas obsédé par le serpent du complot mondialiste caché sous son lit. Ah, ah, ah. Alors, comprenez que quand des journaux qui se disent représentants de la droite extrême en arrivent à ce genre de comportement, il y a tout de même de quoi se poser quelques questions. Et je voudrais tout de même, une fois de plus, rappeler certaines citations. Celle de Roger Leray, qui fut à l'époque grand maître du Grand Orient de France, qui disait ceci au convent de 1968. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Démontrer ainsi la pérennité et la poursuite du plan. Lorsque le financier juif américain Paul Warburg affirmait devant le Sénat des États-Unis le 17 février 1950 « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non », la seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Il confirmait cette action. Lorsque, 20 ans plus tard, un autre grand de la finance cosmopolite, le baron Edmond de Rothschild, déclarait « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation », c'est toujours la même affirmation du complot mondialiste. Lorsque la revue de la Grande Loge de France proclamait « Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations », ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel d'une terre patrie. C'est donc toujours la même obsession messianique. Et lorsqu'en 1976, le mondialiste Jean Monnet, homme des Américains, un des pères de l'Europe, affirmait dans ses mémoires « La communauté européenne elle-même n'est qu'une étape vers des formes d'organisation de demain », il ne faisait qu'annoncer la gouvernance mondiale que l'on cherche à nous imposer, c'est-à-dire la dictature mondiale messianique. Et lorsqu'un Nicolas Sarkozy, devant l'Assemblée générale de l'ONU en octobre 2007, proclamait « Au nom de la France, j'appelle les États à se réunir pour fonder un nouvel ordre mondial du XXIe siècle. » Puis, dans sa lettre de mission envoyée le 27 août 2007 à son ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, de même origine que lui, il écrivait « C'est en définitive vers un ministère de la mondialisation que nous vous demandons de faire évoluer notre outil diplomatique. » Puis dans son discours du 16 janvier 2009, il avertissait, menaçant, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne,
ne pourra s'y opposer. Ils ne faisaient, sûrs de leur victoire, qu'annoncer ce plan mondialiste. Et tel est l'homme pour qui un Jean-Marie Le Pen a fait voter et qu'il a couvert de fleurs dernièrement dans son entretien fleuve dans Rivarol du 6 janvier dernier avec l'étrange Jérôme Bourbon. J'ai le numéro en main, je vais vous en lire quelques extraits, c'est tout de même assez extraordinaire. Voilà ce qu'il disait. Je pense tout de même que Sarkozy a les moyens de gagner cette bataille, car ses deux principaux concurrents, Juppé et Fillon, ont des têtes de croque-mort qui sont véritablement impayables. L'ancien chef de l'État est quand même de loin le meilleur candidat des Républicains. Il est celui qui n'hésitera pas à tenter de déborder Marine sur sa droite. Juppé est quand même plombé par sa réputation d'homme de gauche. Sarkozy est un bateleur de qualité, c'est le meilleur orateur de masse, il a du charme, ce que ni Juppé ni Fillon n'ont. Ils ont tous les deux des gueules d'empeigne. Sarkozy, lui, peut faire rêver, etc., etc., etc. Taisez-vous, madame, s'il vous plaît. Vous comprenez peut-être pourquoi je ne serai pas au banquet de Rivarol. Je regrette beaucoup quand on se prétend nationaliste, comme Jérôme Bourbon et ses amis, de l'œuvre française, et qu'ils acceptent la promiscuité avec des individus comme Le Pen, qui est capable de sortir ces énormités, à la gloire d'un Sarkozy qui a donné un coup d'accélérateur à l'immigration en France et à la destruction de toutes nos valeurs chrétiennes, commencer par le dimanche, par exemple. On se dit, mais est-ce que ce sont des amis, ça ? Et puis, éventuellement, la présence aussi, comme invité d'honneur aussi, d'un certain Lescun, Henri de Lescun du Plessis-Cassot. Celui qui, dans la lettre du Club de l'Horloge numéro 40, vous dit froidement que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de naissance de la nation française. Les rois de France, un détail de l'histoire, comme dirait l'autre. Donc voilà, et voilà les gens montés en valeur à l'occasion du futur banquet de Rivarol. Alors écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous ne comprenez pas qu'il y a tout de même une petite contradiction entre l'étiquette affichée par ces gens et leur fréquentation, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, si après toutes ces citations que j'ai données, on continue à nier qu'il y a un complot, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent. Bon, maintenant que, une fois de plus, tout de même, j'ai mis le doigt sur l'origine de ce complot, on va essayer d'analyser les étapes et les moyens utilisés pour y parvenir. Alors, tout d'abord, les problèmes sociaux. On revient à l'abolition des corporations, transformant le monde du travail, les ouvriers, en prolétaires, et en créant les conditions de ce que l'on appelle aujourd'hui la lutte des classes. Et puis les problèmes de société, engendrés par la destruction progressive des bases sur lesquelles vivait cette société. Alors cela passera par, entre autres,
par la législation sur le divorce, imposée par le juif Alfred Mackay, l'effondrement de la religion par sa judaïsation progressive de l'Église qui a abouti avec le décret Nostra Aetate. D'ailleurs, j'ai vu passer tout à l'heure dans un document que l'on a passé que je ne sais plus quel journal juif se félicitait justement que l'Église ne cherchait plus à faire du prosélytisme depuis Nostra Aetate. Et puis, la libération sexuelle de mai 68 sous les préceptes du juif Herbert Marcuse. Avec qui? Quels étaient les acteurs de mai 68? Les Cohn-Bendit, les Alain Gaispard, les Krivine et autres. Comme c'est curieux. Et puis récemment, curieusement, sous Sarkozy, l'inversion des mœurs, la rentrée 2010, le début de l'enseignement dans les écoles de la compréhension à l'homosexualité. Et à la rentrée 2011, c'était quoi? La théorie du genre, qui nie purement et froidement l'aspect biologique de déterminisme des sexes. Mais on est en plein délire, c'est la négation de toute réalité. Eh bien, même cela, pour détruire notre société, ce n'était pas encore suffisant. Il fallait qu'au moins concurremment à cette destruction des bases de la société intervienne un autre élément, c'est-à-dire la submersion de notre identité ethnique. Et cela passait évidemment par l'immigration-invasion. Et tout cela, toujours dans l'optique de ce qu'avait défini Edmond Rothschild, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Et pour faire sauter la nation, il faut faire perdre à ceux qui en sont, donc les nationaux, tout sentiment d'appartenance en noyant ces gens, donc les nôtres, sous une invasion migratoire. C'est ce qui est en train de se faire. Et on parlera de chiffres tout à l'heure si vous voulez. Mais pour en arriver à cette étape supplémentaire de l'immigration, il fallait d'abord passer par la phase de décolonisation. Et pour qu'il y ait décolonisation, il fallait créer les éléments nécessaires à ce que ça explose. Et l'un des éléments fut, je le répète assez souvent, l'affaire du décret Crémieux, qui, en donnant la nationalité française uniquement aux Juifs d'Algérie et pas aux musulmans, allait provoquer une explosion immédiatement en Algérie, de la part d'un homme qui venait de se battre pour la France contre la Prusse en 1870, de Bachaga Simokrani. Et alors, là encore, on voit le travail de sape, de trahison dans le milieu, quand on entend sur Radio Courtoisie un Alain Sanders, journaliste dans le quotidien que j'appelle depuis des années le journal catho-sioniste, présent, qui, réagissant à ce que lui avait écrit au cours de son émission, probablement d'ailleurs un lecteur de mes textes ou un auditeur de mes conférences, qui lui a rappelé le rôle du décret Crémieux, et Sanders explosant de fureur, lui disant « mais c'est faux, les musulmans ont eu accès eux aussi à la nationalité française ». Je regrette beaucoup, j'ai le texte complet du décret Crémieux et son supplément qui est venu quelques jours après. La soi-disant attribution de la nationalité française aux musulmans d'Algérie était conditionnelle, d'une part à l'âge, plus de 21 ans, toute une série de démarches administratives, et finalement,
comme le reconnaît même Wikipédia, qui n'a tout de même pas la réputation d'être une structure nationaliste, reconnaît que finalement les musulmans n'ont été soumis qu'à ce que l'on appelait les règles de l'indigénat, indigène. Alors, trouvez-moi la correspondance entre le traitement fait pour les Juifs d'Algérie et les musulmans chez eux. Voilà l'état de désinformation dans lesquels vivent un certain nombre de Français qui continuent à écouter cette radio. Radio désinformation, ou ce que j'appelle aussi la radio l'opium des nationaux. Donc voilà, ce fut une des étapes pour provoquer cette brouille, cette haine entre nos deux communautés, la France, qui n'était pas la France puisque c'était la République, et les musulmans en Algérie. Et par voie de conséquence, l'ensemble de ce qu'on peut appeler le monde musulman. Et ce décret Crémieux, c'est aussi intéressant de relever ça, c'est que quand on va sur la notice décret Crémieux sur Wikipédia, on vous parle du décret, on vous dit le décret d'Adolphe Crémieux, mais on ne vous dit pas Adolphe Isaac Crémieux. Un oubli sans doute. Alors, à supposer que M. Alain Sanders ait eu raison de plaider ce qu'il a plaidé, je voudrais qu'on m'explique pourquoi le monde musulman a explosé tout de suite après la mise en vigueur du décret Crémieux. S'ils avaient les mêmes droits que les Juifs d'Algérie, ils n'avaient pas de raison de s'offusquer, de se révolter. Et pourquoi est-ce que toutes les autorités civiles et militaires d'Algérie à l'époque étaient intervenues auprès du gouvernement tiers pour essayer d'empêcher que le décret soit mis en vigueur? Si c'était ce que M. Sanders se dit benoîtement, pourquoi ces réactions? Donc voilà la désinformation. Je ne sais pas si certains d'entre vous écoutent Radio Courtoisie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette radio vous ment à longueur d'émission. Et je vous ai donné là un élément d'appréciation. Et tout cela va avec la répudiance de ces mêmes milieux de reconnaître qu'il y ait un complot. Et alors là, quand on parle de complot judéo-maçonnique, alors là, c'est la panique. Il n'en est pas question, bien entendu. Il n'y a pas de complot, et surtout, il n'y a pas de complot judéo-maçonnique. Je voudrais aussi vous souligner que, entre autres nombreux intervenants sur cette radio, il y a un certain Alain Cotta, qui a la caractéristique d'être, entre autres, membre de la Trilatérale. Voilà, quelques éléments d'appréciation. Et il est évident, et on retrouve toujours la main qui dirige, que sans le poids financier des Rothschild, qui avaient prêté de grosses sommes d'argent au gouvernement tiers qui s'installait, donc après la défaite, la débâcle de Napoléon III à Sedan, probablement ces responsables militaires et civils d'Algérie qui représentaient la France, qui administraient l'Algérie pour la France à l'époque, l'auraient emporté. Eh bien non, le poids, évidemment, déjà à cette époque, l'a emporté. Et c'est ça qui est de dramatique, c'est que ces Sanders et autres, entre parenthèses, Sanders est un grand ami du marin Bernard Anthony, ces gens n'ont toujours pas tiré les leçons de la perte de l'Algérie parce qu'ils ne veulent pas remonter aux causes. On a
La contre-preuve de l'importance primordiale de ce décret Crémieux par le fait que quand l'État français est arrivé au pouvoir, un de ses premiers actes fut d'abroger ce décret en même temps qu'il interdisait la maçonnerie. Et observez bien qu'en dépit de la débâcle de la Troisième République française, qui n'était pas imputable au régime de Vichy, il n'y eut pas la moindre insurrection ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'abroger ce décret Crémieux, qui était un crachat à la figure des musulmans, abolissait l'injure qui avait été faite par la Troisième République française. Voilà, c'est la contre-preuve. Et une nouvelle preuve de son rôle, pas plus tôt De Gaulle arrive au gouvernement provisoire à Alger, avec Jean Monnet, que rétablissant et la maçonnerie et le décret Crémieux, que de nouveau l'insurrection. Si vous ne trouvez pas que c'est la preuve de la preuve, je ne sais pas ce qu'il faut dire de plus. Et il faut, je l'ai dit déjà, je vais le répéter, je le répéterai encore certainement, c'est fondamental pour comprendre le processus. Quand ces nouvelles émeutes, après le rétablissement du décret Crémieux par De Gaulle, cette explosion à nouveau de l'Algérie française, pas de l'Algérie française, des musulmans en Algérie, ça se fait au cri de quoi? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est François d'Orcival dans Valeurs actuelles du 13 mai 2005. Je cite: les cris des manifestants en Algérie, à Alger, Oran et Mostaganem se faisaient au cri de « à bas la France, à bas les Juifs, à bas De Gaulle, serviteur de la Juiverie ». Or, comme en 1871, ce qu'il faut remarquer, c'est que la répression par les ministres communistes de Gaulle, Adrien Texier et Charles Tillon, fut terriblement sanglante. Cette répression massacrera des milliers de civils musulmans traités d'hitlériens. Pourquoi? Justement à cause des slogans qu'ils criaient lorsqu'ils avaient manifesté. Donc on voit vraiment le rôle de ce problème juif pour les musulmans d'Algérie. C'est le facteur juif qui est fondamental dans nos rapports. Pour une raison très simple, c'est qu'aux yeux des musulmans, la France était devenue non pas une puissance colonisatrice, civilisatrice, mais une puissance au service des intérêts juifs. Et c'est ça qui dérange furieusement des gens comme M. Alain Sanders et compagnie. Ils essayent de masquer par tous les moyens. Et je remarquerai une fois de plus, je reviens, que comme en 1870, la férocité de la répression a été faite comme s'ils avaient voulu définitivement créer un fossé infranchissable entre la communauté musulmane et la communauté française. À partir de là, les événements vont s'enchaîner. 1er novembre 1954, insurrection armée était lancée par le FLN. Les massacres se multiplieront et la 4e République dut faire appel à l'armée, mais aussi au contingent. Je considère d'ailleurs que cet appel au contingent a été une erreur, peut-être voulue, parce que ça a donné très mauvaise presse en métropole à cette tentative de régler, par le rétablissement de l'ordre, le problème de l'insurrection.
On allait le voir d'ailleurs au moment du référendum de 58. Le 7 janvier, début de la bataille d'Alger contre les poseurs de bombes. Le 13 mai 1958, les manifestations monstres des Français d'Algérie aboutissent à la prise du gouvernement général à Alger, avec les Lagaillards, le clan gaulliste, dont l'un d'entre eux, Léon Delbecq, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre d'acteur, pousse le général Salan à faire applaudir le nom de Gaulle par la foule. De Gaulle apparaît ainsi aux yeux des naïfs sans mémoire comme l'homme providentiel, et le 1er juin, De Gaulle est investi par l'Assemblée nationale avec les pouvoirs spéciaux. Il gagnera le référendum du 28 septembre 1958 par 79% de oui en métropole, 95% en Algérie, ce qui lui permit d'imposer une nouvelle constitution, et le 5 octobre naissait la Ve République. Alors, au vu des résultats du référendum, on a envie de crier « Ah, les imbéciles !» Ils ne prévoyaient pas ce que leur lâcheté allait entraîner comme conséquence ce que nous vivons aujourd'hui. Et là encore, il faut rappeler que la presse dite nationale, avec Rivarol et aussi l'orléaniste Aspect de la France, oublieuse des crimes et trahisons de De Gaulle, s'était précipitée pour faire campagne pour lui. Est-ce que vous vous en souvenez? Et les seuls, à l'époque, à s'y opposer avaient été Henri Constant et mon père, qui étaient traités de tous les noms d'oiseaux, si j'ose dire, justement dans les colonnes de Rivarol. C'est tout de même étrange, non? Donc déjà, on pouvait remarquer le manque de fiabilité du journal Rivarol, et cela se poursuivra plus tard avec son acceptation de la communauté européenne, s'il vous plaît, puis par son vote pour Nicolas Sarkozy en 2012. Aujourd'hui, ce journal qui se prétend nationaliste est en plein œcuménisme politique, en invitant un Henri de Lesquen, je ne vais pas revenir sur sa citation, déclaration, là j'insiste dessus, on ne peut plus maçonnique, ou encore un certain Chérig, dit de Olmeta, aux mœurs bien connues, ainsi que son appartenance à la maçonnerie. Invité d'honneur du futur banquet de Rivarol pour ses 65 ans d'existence. Cherchez l'erreur, comme on dit. Et cela, avec d'autres, pas les citer tous, entre autres Pierre Sidos, Yvan Benedetti ou encore André Gandillon, qui m'a profondément déçu, qui ne sont visiblement pas dérangés par cette promiscuité. Il y a tout de même un problème. Je dois, à la vérité, de dire que Bourbon m'avait invité. Le problème, c'est que quand je lui ai demandé si j'aurais un temps de parole comme les fois précédentes, il m'a dit non, c'est pas possible. Je lui ai répondu, ne comptez pas sur moi, et je ne vais pas venir servir de caution à tout l'assemblage que vous avez réuni. Voilà. Voilà le fond de l'histoire. Donc, si j'ai fait cette digression,
qui ne s'écarte pas fondamentalement du sujet, c'est pour montrer le peu de fond que cette droite qui se dit extrême, il n'a d'extrême que ces gargarismes tartarinesques. Il n'y a pas de fond. Je regrette beaucoup. On ne peut pas allier le contraire des choses. C'est pas possible. Soit on a une étiquette et cette étiquette comporte un certain nombre de principes. On ne peut pas la mettre avec des gens qui ont des principes contraires. C'est pas possible. Revenons au processus de la décolonisation et de la suite. De Gaulle, réinstallé au pouvoir, va poursuivre le travail de destruction de notre empire colonial. Mais ne l'avait-il pas promis à Roosevelt dans son discours de Brazzaville du 30 janvier 1944 ? Il accordera donc l'indépendance à l'Algérie au FLN le 5 juillet 1962, suite aux accords d'Évian. Et non seulement il laissera faire les massacres des pieds noirs et musulmans fidèles, à l'aide du général Katz aux origines connues, et donnera sans contrepartie le Sahara et ses ressources minières et pétrolières que nous avions mises en valeur à l'Algérie. L'Indochine avait déjà été bradée par un certain Pierre Mendès France, comme c'est curieux. Restaient les protectorats du Maroc et de Tunisie et l'Afrique noire que De Gaulle allait s'empresser de rendre indépendants. Certains, quand j'évoque les trahisons de De Gaulle, me disent « Ah oui, vous croyez, mais pouvait-il faire autrement ?» Bien sûr qu'il pouvait faire autrement. Pétain ne l'avait-il pas fait, en dépit de l'occupation, en dépit des intrigues anglo-saxonnes? Il suffisait de poursuivre la politique de l'État français. Mais ça, De Gaulle ne le pouvait pas, puisqu'il était revenu dans les fourgons de l'étranger. Non seulement anglo-saxon, non seulement de la maçonnerie, mais dans les fourgons du Parti communiste. Et c'est pourquoi il allait rétablir la maçonnerie qui avait été interdite par Vichy et le décret Crémieux, avec les conséquences que l'on a vues. La phase suivante était prévisible. Elle allait produire l'appauvrissement des pays que nous avions mis en valeur. Et ces gens formatés à la haine de la France qui les avait civilisés, qui avaient éradiqué les maladies, qui avaient mis bon ordre dans leur querelle tribale, eh bien, pour survivre, allaient être obligés de venir chez l'infâme colonisateur en métropole. Et il est évident que dans cela, il faut aussi dénoncer le rôle du patronat en quête d'une manœuvre bon marché qui sera suivie par le regroupement familial imposé par les Giscard et Chirac, Giscard et Chirac, et ainsi les vannes de l'immigration seront progressivement ouvertes, auquel viendra s'ajouter le coup d'accélérateur donné par Sarkozy. Rappelez-vous, je l'ai dit à plusieurs occasions, du temps de Sarkozy, le chiffre de l'immigration en France tournait entre 200 et 230 000, sans qu'on ait jamais su exactement le chiffre exact,
mais on a une confirmation tout de même de ce chiffre, en gros, par la fameuse déclaration de Claude Guéant, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur de Sarkozy, qui promettait, si Sarkozy était élu, de réduire le chiffre de l'immigration à 180 000 par an. Donc voilà la preuve que s'il voulait réduire à 180 000, c'est qu'il y en avait évidemment beaucoup plus qui rentraient chaque année. Et maintenant, on est bien au-delà, puisque, j'insiste, je l'ai déjà fait, je crois, dernièrement, non seulement on a l'immigration de nos ex-territoires de l'Empire, mais il y a aujourd'hui la vague de ce qu'on appelle les migrants. Donc, on nous parle des migrants, mais on ne nous parle plus de l'autre immigration qui continue. Vous imaginez les centaines, je dis bien centaines de milliers maintenant par an qui rentrent. Dans combien de temps, si il n'y a pas un soulèvement des Français, nous ne serons plus maîtres chez nous. Et ce n'est pas avec des gargarismes patriotards, de jeunes qu'on envoie coller des affiches, badigeonner les murs, etc., qu'on fera changer les choses. On ne fera changer les choses qu'en faisant comprendre aux Français ce qui est derrière ce processus. Et cela peut se faire discrètement, sans brûler tous ces jeunes qui seront, je répète, brûlés dans leur carrière professionnelle, parce qu'ils traîneront des dossiers, parce qu'ils auront été un jour arrêtés par la police pour avoir manifesté. Alors ceux qui jouent au grand chef, qui les lancent sabre au clair, face à un pouvoir qui ne cédera jamais, parce que le plan est établi et ils veulent y aboutir, ces chefs qui se gargarisent de leur action brûlent l'avenir de ces jeunes qui croient en eux. Il faut agir autrement, nous sommes en dictature, il faut le comprendre, il faut savoir travailler discrètement, comme avant, la maçonnerie, les communistes ont su le faire. Devant ce déroulement systématique de ce plan mondialiste, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Premièrement, retenez bien ça. Premièrement, l'appel à la République universelle a été le fait des acteurs étrangers de la Révolution. Pas les Robespierre, les Danton, les Saint-Just, les acteurs étrangers. Et vous savez, j'ai cité tout à l'heure au début de cet exposé les Ramsay et le juif Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, celui qui déclarait, en un mot, il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. Autour des puissances de la Terre, il faut rassembler une légion d'hommes infatigables et dirigeants partout par leurs travaux, suivant les plans de l'ordre. Leur ordre était les Illuminés. Et deuxièmement qui conforte le premier que j'ai cité, les acteurs majeurs de cette conjuration ont tous, pour la plupart, été juifs ou influencés par des juifs. Weishaupt, Marat, Franklin, Cagliostro, alias Balsamo, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, jusqu'aux Naquet, Rothschild, Crémieux, Mendès France, Marcuse, Cohn-Bendit, Krivine, Geismar,
puis Sarkozy, et aujourd'hui Valls, ou leurs créatures de la 3e, 4e ou 5e République, avec les Clémenceau, les De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac. Pour que, comme disait Weishaupt, autour des puissances de la Terre, il faut rassembler une légion d'hommes infatigables et dirigeant partout par leurs travaux, je répète, par les plans de l'ordre. Cette citation est un peu différente de la précédente, mais elle la rejoint. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand on étudie l'histoire, c'est qu'il y a ce que l'on a appelé à une certaine époque le grain de sable de l'histoire. Et ce grain de sable fait allusion aux calculs rénaux qu'allait attraper un certain Cromwell. Rappelez Cromwell, protestant, qui avait renversé Charles Ier d'Angleterre et qui l'avait fait décapiter, donc c'était du Louis XVI avant le temps. Eh bien, ce Cromwell, qui avait instauré une véritable dictature en Angleterre, un beau jour allait attraper des calculs rénaux, et à l'époque on ne les soignait pas comme on les soigne aujourd'hui, et il en est mort. Et toute son entreprise est tombée, et la monarchie anglaise a pu être établie avec Charles II. Bon, donc, si je fais ce petit rappel, c'est pour vous montrer que l'histoire n'est pas fatale. Il y a certes une logique, une fois que les principes ont été posés, ça va dérouler effectivement des conséquences qui sont logiques avec ces principes, mais il peut y avoir des accidents sur le parcours. L'histoire de Cromwell et aujourd'hui l'accident de parcours avec Poutine. Il y a combien d'années? Qui aurait pu prévoir que la Russie, par exemple du temps d'Elstine, qui aurait pu prévoir que la Russie allait relever la tête comme elle l'a fait? La Russie d'Elstine, c'est quoi? C'est Weimar, livré au pillage de qui vous savez. Mais c'est exactement la même chose, c'est du copier-coller. La Russie d'Elstine, c'est la même chose. Vous voyez tous les grands oligarques avec des noms particuliers qui payent toutes les richesses de l'État soviétique. Comme ils l'avaient fait, comme leurs prédécesseurs l'avaient fait du temps de la République de Weimar. Qui allait provoquer un tel sentiment de rejet de la part de la population allemande qu'un certain Adolf Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir. Comme c'est curieux. Comme quoi, les mêmes causes produisent tout de même toujours les mêmes effets. Alors, sans doute, vous allez me demander, bon, et nous, à notre échelle, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'éternelle question, c'est bien de poser le diagnostic et le traitement. Bon, alors, première observation, là encore je me répète, il faut bien observer que toute révolution qui a abouti a commencé par être une révolution intellectuelle. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à convaincre un certain nombre de personnes, de Français en l'occurrence, du pourquoi des événements, on n'y arrivera jamais. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas avec des manifs qu'on pourra y arriver. Regardez à quel point les manifs monstres contre le mariage sexuel, homosexuel, ça n'a servi à rien, parce que ces gens-là savent ce qu'ils veulent, l'imposeront par tous les moyens. Il faut donc procéder autrement. Et l'autrement passe justement par essayer de faire comprendre à une majorité de Français le pourquoi de la situation que nous vivons. Alors certains vous diront, oui, nous comptons sur une insurrection populaire, etc., la révolution nationaliste, tatati tatater. Je n'y crois pas. Je connais trop nos milieux. Ces gens n'ont aucune culture du secret, de l'action silencieuse. Ils se proclament révolutionnaires,
Mais le véritable révolutionnaire ne s'en vante pas, il agit. Donc, la première chose à faire, c'est autour de vous, convaincre, expliquer, 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 ne jamais lâcher. Ne croyez pas, je vais me répéter encore une fois, que parce que vous aurez dit une fois, que vous aurez emporté l'adhésion, parce que les gens, la plupart du temps, ne veulent pas voir, tellement ils sont formatés. Ah, vous croyez vraiment? Non, c'est pas possible. Ah, ben c'est confortable comme ça. Et on attend que le salut vienne tout seul. Vous connaissez la vieille formule, et toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, je vous demande, à vous tous et autour de vous, expliquez, expliquez, donnez des éléments d'appréciation, les preuves par les textes de nos ennemis qui annoncent comment ils entendent nous détruire. C'est imparable. Cela demande une volonté, une persévérance, et pas simplement de temps en temps. Alors j'espère que vous ne venez pas ici pour vous défouler, mais simplement pour apprendre, d'abord connaître les citations, et puis suivre tout de même les conseils que je donne. Donc, je ne crois pas du tout à une voie révolutionnaire, tout au moins dans le sens indiqué par certains. Je crois pas. J'y crois pas parce que on n'a pas les cadres formés pour ça, parce que l'adversaire a très bien fait le vide au moment de la libération-épuration, et que les générations suivantes ont manqué les échelons. Là, on peut parler d'échelons manquants. C'est pas comme pour la création, quand ils nous disent « Ah oui, le chaînon manquant ». Ben oui, le chaînon manquant pour nous, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission de connaissances entre la génération qui a été massacrée à la libération et ceux d'aujourd'hui. Et ce ne sont pas les rigolos qui occupent le terrain aujourd'hui qui sont capables de le faire. Donc il reste la voie démocratique, et après tout, je rappelle, un Hitler est bien arrivé au pouvoir démocratiquement. Et c'est pour ça que je plaide, quels que soient les défauts du Front National que je connais par cœur, puisque j'ai vu le début de l'évolution. C'est tout de même le premier parti de France. Il y a donc une force électorale à utiliser. Et si des gens douteux ont été capables de l'investir, pourquoi est-ce que des gens honnêtes ne seraient pas capables d'en faire autant pour contrebalancer leur influence? Il faut le vouloir. Il ne faut pas être velléitaire. Et si vous avez encore des doutes, remarquez comment Manuel Valls, créant le succès relatif d'au moins dans 2 régions de France, le succès de Marine Le Pen et de Marion, est allé jusqu'à saborder ses propres troupes en les faisant voter pour les libéraux, les républicains de Sarkozy. Cela montre à quel point ce système a peur de ce parti plus qu'imparfait que le Front National, mais quand même, il faut en tirer la leçon. Et c'est pour cela que je fustige, encore une fois, Rivarol de Jérôme Bourbon, englué dans sa lepénomania par haine de Marine. Je rappellerai qu'il l'a tout simplement traité de gourgandine. Il y en a quoi, il s'est attrapé un procès de sa part, il n'a pas aimé. À qui la faute, je regrette beaucoup. Il ne faut jamais insulter quelqu'un, ça ne sert à rien. Si on n'est pas d'accord avec Marine Le Pen, il faut le dire, voilà, c'est en fonction de telle ou telle déclaration. Mais pas de façon primaire en la traitant de gourgandine. Ça n'apporte rien. C'est primaire.
Et alors tout ce public qui gravite autour, je me répète, je regrette beaucoup, mais c'est comme ça, c'est une constatation, l'œuvre française, le parti nationaliste français, etc., on va dans le mur. Et tôt ou tard, d'ailleurs, ils vont se faire interdire. Avec toutes les provocations qu'ils sont en train de faire en ce moment, avec Benedetti qui est déjà interdit de reconstitution de l'île dissoute avec l'œuvre française, ils vont dans le mur. Il faut travailler autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous ai lu tout à l'heure quelques extraits de la déclaration d'amour, si on peut dire, de Le Pen à Sarkozy. J'en ai quelques-unes, je ne vais pas vous ressortir ça, mais l'aplomb de cet individu, je parle de Le Pen, qui a dit tout et le contraire de tout, qui disait dans son entretien dans Rivarol, 2 grandes pages comme certains l'ont vu, du 8 janvier dernier. J'ai toujours contesté la ligne de dédiabolisation. Mais je regrette beaucoup. Le premier, c'est lui. Quand M. Le Pen fleurissait la tombe du maréchal Pétain et a cessé de le faire en venant ensuite se proclamer seul héritier du gaullisme, ce n'est pas une tactique de dédiabolisation? Et M. Le Pen compte sur le manque de mémoire de ces braves nationaux. Déjà, le maréchal Pétain disait des Français, vous avez la mémoire courte. Ça n'a pas beaucoup changé. Et l'expérience n'a servi à rien. Et quand il disait, Matamor, j'aime mieux être battu sur mes idées qu'élu sur celles de mes adversaires, mais rappelez-vous sa déclaration sur la dalle d'Argenteuil en 2007, quand il disait, à propos, s'adressant aux immigrés, vous n'êtes pas des blagues, vous n'êtes pas des peurs, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous êtes des enfants de la République, vous devez nous aider à restaurer la République française. Pas la France, la République. C'était pas de la dédiabolisation, ça? Et puis, entre autres petits détails du parcours de M. Le Pen, c'est trafic financier avec la secte Moon. La cuvée de champagne élaborée avec un de ses amis producteurs de champagne, la cuvée poignée réservée aux bars gays et homosexuels et lesbiennes. Oh, et puis encore un petit détail, petit détail. L'attribution d'un parrain proxénète à sa fille Marine, Monsieur Éric, sorte de Madame Claude pour pauvre. Tout ça, c'est dans mon livre Histoire d'une trahison. Tout ça, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai trouvé dans la presse. Ça a été d'abord sorti par Aujourd'hui en France et le Matin de Paris, je crois. Ça a été repris au moment de la campagne présidentielle de 2012. Entre-temps, nous l'avions déjà cité dans la politique. Ça a été repris au moment de la campagne présidentielle de 2012 par le Canard enchaîné. Monsieur Le Pen a-t-il poursuivi ses journaux? Est-ce que nous avons été poursuivis? Silence, on écrase. Monsieur Jean-Marie Le Pen, hôte d'honneur du futur banquet de Rivarol. Et il fallait voir aussi dans ce long entretien dans Rivarol, à un moment donné, sa menace implicite envers sa fille, que si il n'était pas réintégré au Front National, elle pouvait faire adieu à ses chances au présidentiel. Mais ça veut dire quoi, ça?
Et ça veut dire qu'il se comporte en allié objectif du système. Tout le monde, bon, qui ait eu des problèmes familiaux, je comprends, mais je regrette beaucoup. Elle n'est pas un parricide. C'est lui qui a commencé à vouloir casser la baraque du Front National avec sa énième provocation du détail de l'histoire. Il savait très bien ce qu'il faisait en faisant ça. Il savait très bien que ça allait faire réagir le monde politico-médiatique. Et il l'a fait consciemment. Je ne lui ferai pas l'injure de le traiter d'imbécile. Pourquoi l'a-t-il fait? Et vous savez très bien ce que j'en ai tiré d'ailleurs, parce que dire que c'est un détail de l'histoire, c'est faux. C'est le point central de l'histoire. Comment les gens sont morts dans des chambres à gaz de désinfection, des couvertures et des paillasses, ou bien dans des chambres à gaz homicide. C'est le point central de la question, que par sa formule, il escamote. Donc, qui sert-il encore une fois là-dedans? Donc, vous comprenez pourquoi il est exclu que je participe à ces singeries du prochain banquet de Rivarol. Alors, pour en revenir au problème de l'immigration, ce n'est évidemment pas avec des charters ou au Karcher, mais par une coopération avec les pays d'Afrique, et notamment avec l'Algérie, mais cela passe par une condition essentielle: le renversement de la politique étrangère de la France. Nous devons réinstaurer, et ça, c'était un petit peu la chose qu'on peut reconnaître à Dominique de Villepin. Il avait imposé une certaine politique arabe de la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a sauté, que Sarkozy a réussi à le déboulonner à l'aide de la CIA. Il faut donc un renversement de notre politique étrangère, sur base d'intérêts communs, en vue d'une véritable coopération entre nos pays, et en fonction d'un ennemi commun. Que voulez-vous que le monde arabe puisse penser lorsqu'un Manuel Valls affirme au dernier dîner du CRIF: les Juifs de France ont bâti la France, ils doivent continuer de la bâtir? Mettez-vous dans leur peau. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser de cela? Et le pire, c'est que Valls a raison. En tout cas, depuis la Révolution dite française. Et vous voyez le retour sur ce que je disais au début de la conférence. Le fait de l'entrée du monde juif officiellement dans la politique française, grâce à la Révolution, grâce à Napoléon, aboutit à ce qu'un Valls puisse vous dire: les Juifs de France ont bâti la France, ils doivent continuer de la bâtir. Simplement, on ne parle pas de la même France. Et si on n'a pas compris la haine que nous porte le monde juif, je voudrais vous citer cette déclaration de Jean-Louis Debré quittant le Conseil constitutionnel. Je voudrais vous rappeler que Jean-Louis Debré, fils de Michel Debré, qui a trahi l'Algérie française comme son patron de Gaulle, est l'arrière-petit-fils du grand rabbin Simon Debré. Bon à savoir quand même.
et il a fait une parodie du Je vous salue Marie. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vais tout de même vous la lire. Salut Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est béni. Sainte Marie, Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge, alors là, je ne l'ai pas compris, de la liberté, des rois et des papes. Je ne sais pas pourquoi liberté, il doit y avoir quelque part une erreur de transcription. Ainsi soit-il. Alors, comme je le disais ce matin lors de notre entretien, je ne sais pas si nous sommes antisémites. Et si on l'est, ne serait-ce pas par réaction face à leur haine, qui est patente. Donc, je ne vois d'autre solution au problème de l'immigration que par voie d'accord avec les pays d'où ils viennent. Et il est préférable de les aider matériellement, financièrement chez eux que chez nous. Parce que, en fait, on en fait des déracinés. Ils ne sont même pas bien chez nous. Ce sont des contestataires, ils essayent de tirer tout ce qu'ils peuvent de nous. Si on doit utiliser notre argent, c'est pour les réinstaller chez eux, les réenraciner chez eux. Quitte à dépenser notre argent, au moins faire, mais chez eux. Ça ne veut pas dire que l'on refuserait que ceux qui veulent rester en France ne puissent pas le faire, mais ce ne serait pas par une naturalisation automatique. Ça ne devrait l'être que par une décision en fonction des qualités du candidat, en se basant et en revenant sur ce que l'on appelle le droit du sang et en supprimant le droit du sol, puisque cette naturalisation automatique est faite par le droit du sol qui a été imposé en 1987 par le Grand Orient. Ce que apparemment Thibaut de Chassé, j'ai vu un commentaire où il moquait un petit peu ce que j'avais dit à ce sujet-là, n'a pas compris. C'est le Grand Orient de France qui a imposé la mise à l'écart du droit du sang au profit du droit du sol. Ce qui fait que, en fait, tout émigré de quelque origine qu'il soit, pas simplement de nos ex-territoires coloniaux de l'Empire, d'où qu'ils viennent à travers le monde, il suffit qu'ils laissent en France pour qu'ils deviennent automatiquement français. Et vous vous rendez compte de l'avalanche ? Sans compter les avantages financiers qu'on leur accorde, que même les plus pauvres des Français n'ont pas. Nous devons donc ainsi choisir le nom, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée est celle-là, réinstaurer une grande alliance francophone sur base d'intérêts communs, et je le répète, d'ennemis communs. C'est la seule voie possible et viable, car je sais, par les contacts que j'ai, que nombre d'Algériens souhaiteraient notre retour. On ne vous le claironne pas, bien entendu, dans la presse, et même pas dans notre presse, entre guillemets. Ils souhaitent le retour de la vraie France, pas celle du décret Crémieux. Je voudrais, pour terminer, vous donner cette citation qui éclaire brutalement le sujet de cette conférence. Elle est de Marcus Élie Ravage dans le magazine Century Magazine de janvier-février 1928, s'adressant aux non-juifs. Vous faites beaucoup de bruit autour de l'influence indue des Juifs dans vos théâtres et le cinéma. Très bien, votre plainte est fondée.
Mais qu'est-ce que cela à côté de notre influence pénétrante dans vos églises, vos écoles, vos lois et vos pensées chaque jour? Vous n'avez pas encore apprécié la profondeur réelle de notre culpabilité. Nous sommes des intrus, nous sommes des subversifs. Nous avons pris votre monde naturel, vos idéaux, votre destinée, et nous les avons brouillés. Est-ce suffisamment clair du complot messianique et de la haine qu'il nous porte? Merci de votre attention. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, d'abord, une remarque. Lorsque vous parlez de la nouvelle droite, vous dites la nouvelle droite athée et païenne. Or, on ne peut pas être à la fois athée et païen. C'est en partie vrai, non, mais ça veut dire qu'il y a les deux composantes. Ah non? Ah, il y a les deux composantes, je suis certain. Certains sont païens et d'autres sont athées. Elle se réclame du paganisme. Oui, mais il y en a qui sont athées là-dedans. Je suis marqué par la nouvelle droite, je reconnais que je suis plus judéo-chrétien, et je suis très marqué par le paganisme, mais j'ai trouvé dans la nouvelle droite des choses intéressantes parce qu'elle m'apportait une lumière nouvelle sur le paganisme. Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne Le Pen et De Gaulle, pour comprendre Le Pen, il faut comprendre qu'il traite derrière lui une batterie de cuisine d'affaires financières douteuses. Bah, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon. Et maintenant, le détail, tout n'était pas négatif, puisque mon ami Pierre Guillaume a vu la vente de ses livres révisionnistes augmenter de 20%. Ça a été quand même un petit côté positif. Voilà. Maintenant, De Gaulle, l'indépendance de l'Algérie, c'est que De Gaulle avait de la France une vision raciale. Il considérait que la française c'était le pays de race blanche, et si on intégrait l'Algérie, alors maintenant ils sont 30 millions, on est là-dessus. Et c'est ça, à mon avis, qui l'a guidé pour donner l'indépendance de l'Algérie. Mais cher monsieur, oui. Est-ce qu'on n'a pas mais si abouti à ce que vous dites qu'il craignait? Mais si la droite avait accepté des négociations, comme veut le faire Guy Mollet avec Messaliage... Ah mais ça je suis d'accord. Voilà. Ah mais je dis pas le contraire. Messaliage, c'est leur... Je l'ai... C'est un type intelligent. Mais je sais, mais il y avait des élites incontestablement. Mais là, je l'ai dit, je crois, à l'une de mes conférences où je parlais du décret Crémieux. Et j'en reparle d'ailleurs dans mon prochain livre sur l'armée française face à la destruction de la France. Je pense que l'Algérie française était une utopie. Voilà ce que disait Maurice Barbeau. Et je rappelais, rappelez-vous éventuellement que je disais aussi, je faisais remarquer que c'était la Troisième République maçonnique qui avait lancé le colonialisme, la colonisation, pour détourner l'animosité des Français, des jeunes Français, de tous les scandales de la Troisième République. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Ça a été un détournement d'attention sur d'autres activités, si on peut dire. Tout simplement. Donc, pour moi, non. Et puis, en plus de ça, j'ai vu passer les gens qui avaient défendu l'Algérie française. J'ai vu passer tout de même, non seulement chez mes parents, ils venaient demander aide aux protections de mon père auprès de Saint-Lazare. Hein, les bidots, les soustelles, qu'il aurait fait fusiller s'ils avaient pu mettre la main sur lui à l'époque. Et puis un certain nombre de généraux et de colonels. Ils n'avaient rien compris, y compris ceux qui se gargarisaient de guerre révolutionnaire. Ils n'avaient rien compris. Et on est parti d'un mauvais pied. Et je crois que la meilleure solution qui était possible, c'est celle qui avait été adoptée d'ailleurs pour le Maroc et la Tunisie, le protectorat. Le royaume arabe de Napoléon III. Oui, le protectorat. Le protectorat, c'est-à-dire une entente sur des intérêts communs. Et puis, tout simplement, pourquoi vouloir faire absolument de populations totalement différentes des Français? C'est ce qu'ils veulent faire avec les immigrés, ils veulent les assimiler à tout pays. Mais bien entendu. Alors en plus de ça, pour aggraver les choses, ils naturalisaient les Français, les Juifs, et pas les musulmans. Donc c'était vraiment créé de toutes pièces l'explosion. Explosion. Mais tout ça est calculé. C'est pour ça que
crois que l'on peut dire que ce n'est pas une intelligence humaine qui mène ça. Pour que ce soit de génération en génération, calculé, calibré, de façon à arriver à tel résultat, il y a une autre intelligence qu'une intelligence humaine. Et on en revient à l'origine du monde. La querelle entre la création divine et Satan. On n'en sort pas. On est croyant ou pas croyant, mais je regrette beaucoup. C'est la seule explication. Et le problème, la question juive, c'est quoi? C'est l'orgueil satanique de cette race. Et le mensonge. Et le mensonge, ben ça va avec. Ça va avec. Cet orgueil satanique qui fait qu'ils veulent absolument récupérer la notion de peuple élu qu'ils ont perdu par leur propre faute. Par leur propre faute. Je ne crois pas à ça. Et ils nous en veulent parce que c'est nous qui avons récupéré cet héritage, en fonction de la promesse du Christ qu'ils n'ont pas accepté. Enfin, vous connaissez le développement que j'ai déjà fait à plusieurs reprises là-dessus. Avec l'effondrement du mythe de l'Holocauste. Comment? Ils vont tomber avec l'effondrement du mythe de l'Holocauste. Oui, ben, c'est pas encore demain la veille, à mon avis. Hein. Oui, bah, mais ça les a coulés tout ça, c'est dans mon bouquin, le Rachinel que j'ai bien connu d'ailleurs aussi, c'est évident. Le Pen, c'est un homme de fric et de femme. Voilà, Bon, on pourrait lui reconnaître une chose, c'est qu'il est normal. Par les temps qui courent. Mais enfin, c'est un peu court. Oui, non. Pour un homme politique, c'est insuffisant. Alors que De Gaulle était sur le plan financier irréprochable. Oui, c'est un curieux personnage. De Gaulle est un personnage. Je crois que je vous ai déjà annoncé le mois dernier que ma conférence du mois de juin, qui tombe un 18 juin, sera centrée sur l'héritage de Gaulle. Le patrimoine, non? Hein? Le patrimoine de Gaulle? Non, l'héritage de Gaulle. Politique? Oui. Ah oui, mais sur le plan patrimonial, il a toujours été intéressant. Oui, enfin, en tout cas, rien de comparable avec ce que font les libéraux et les socialistes aujourd'hui. C'est évident. C'est évident. Sidos a été contre, faisait voter non au référendum de 58. Sidos. Ça, je m'en souviens. Ouais. Bah, apparemment, il n'a plus les mêmes réserves aujourd'hui, puisque ça coquine avec quelqu'un qui fait l'apologie de l'héritage gaulliste. Autre question? Qu'est-ce que vous pensez des attaques dont Monseigneur Barbarin fait l'objet actuellement? Qu'est-ce que ça recouvre? Moi, j'arrive pas trop. Bon, alors, il y a plusieurs observations à faire. Premièrement, la mise en demeure de Valls envers Barbarin, qui veut dire tout simplement démissionner. Barbarin, c'est quoi? C'est le primat des Gaules. Donc on fait tomber le primat des Gaules, représentant la chrétienté en France. Je vous dirais que je ne meurs pas d'un amour particulier pour Monseigneur Barbarin, qui est considéré comme conservateur. Je ne l'ai pas particulièrement constaté au cours de son parcours. Et je rappellerai, on en a parlé d'ailleurs dans la politique, je crois que j'en ai parlé lors d'entretiens, il n'y a pas tellement longtemps. Rappelez-vous, après les attentats du 13 novembre, celui du Bataclan, il y avait le curé de Notre-Dame-des-Fourvières, donc une des paroisses principales de Lyon, qui avait fait un commentaire au scalpel sur les spectateurs du Bataclan qui étaient venus voir un spectacle satanique. Émotion dans les médias. Et que fait Monseigneur Barbarin? Ben, il a démissionné, le bon curé de Notre-Dame-des-Fourvières. Alors, je ne vais pas défendre Monseigneur Barbarin. Je ne sais pas quelle est la réalité des choses qu'on lui impute. C'est possible. Tout est possible. Puisque dans le libéralisme ambiant de l'Église catholique d'aujourd'hui, à la limite, et puis avec certains mots quelque peu ambigus de notre bon pape François, sur le mariage gay, etc., on ne sait plus très bien où on en est.
hein, aimons-nous les uns les autres, etc., etc. Bon. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique de la chose. Pourquoi est-ce qu'un Manuel Valls veut faire sauter Barbarin? Bah, c'est pas parce que Barbarin a laissé agir éventuellement des pédophiles. C'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est à travers Barbarin toucher le primat des Gaules, le représentant principal du christianisme en France. C'est tout. Oui, c'est ça. Autre question? Non, mais moi, ce qu'il y a d'admirable, je dois dire que intellectuellement, j'apprécie la façon dont nos ennemis travaillent, manœuvrent. Quand je vois la bêtise, pour ne pas dire un autre mot plus trivial, de nos milieux, Si oui. vous comprenez l'attitude du pape vis-à-vis de l'invasion migratoire. Bah, c'est du même ordre. Alors, il paraît que dernièrement, il a dit que bon, c'était tout de même un problème. Non, mais on a l'impression que ces papes, et certains sont pires que d'autres, bon, Pape François, c'est certainement pas le meilleur, sont tenus par cette hantise que l'on parle d'eux. Et que pour que l'on parle d'eux en bien, eh ben, il faut faire semblant d'eux que peut-être ceci ou peut-être cela. Le problème, c'est que l'ennemi s'empare de ces phrases douteuses, monte en épingle, quitte à couper peut-être un petit peu le texte, comme a fait un certain Lesquin sur un de mes textes. Ce qu'on appelle en langage clair un faux en écriture. Voilà, c'est ça. Alors, de cela, je ne vais pas en tirer les conséquences qu'en tirent certains en me disant c'est des vacantistes, parce que si à chaque fois qu'un pape fait un pet de travers, on devait quitter l'Église, il n'y aurait plus de chrétienté. Hein. C'est comme ça, c'est un mauvais moment à passer. Attendons la suite. Inch'Allah. Je constate, et là, moi, je ne veux pas monopoliser, je constate quand même, j'ai eu le rapport, le discours au dîner du CRIF, qui coûtait 900 euros d'ailleurs, payé en partie par le contribuable, j'ai eu le menu aussi, il n'y avait pas grand-chose, c'était cachère. Et le président a... 400 euros. 900 euros. 900, oui, 900 euros. On peut en les mettre dans Et déductible. On a payé. Bon. Et alors, il fait part de sa crainte. Il demande des sanctions, des mesures pour museler Internet. Et ils ont Je sais. Et moi, j'ai un ami qui est ingénieur général de télécom, polytechnique et théorie. Il m'a dit t'inquiète pas, ils ne peuvent pas. Techniquement, ils sont coincés. C'est une arme terrifiante qui leur échappe pour la première fois. Qui se retourne contre eux. C'est pas par hasard que j'ai parlé d'Internet en disant c'est Internet. Oui. C'est là encore un grain de sable. Ah oui, là encore un grain de sable. Oui. Cet outil qui au début allait diffuser des trucs pervers, etc., qui sont d'ailleurs toujours. Oui. Mais en contrepartie, il y a des choses que l'on ne peut pas publier sur du papier, que l'on peut faire passer au travers d'Internet. C'est fabuleux. Ce qui peut contribuer peut-être, j'ai mes amis allemands qui parlent de français m'a dit, le succès, le résultat des élections allemandes. Il m'a dit c'est un élément, c'est pas, mais il me dit. Mais certainement. Le seul problème, c'est que je n'ai pas une conscience absolue dans tous ces mouvements allemands qui réagissent épidermiquement à la présence des migrants, comme on dit, parce que cela n'est pas assorti du reste, parce qu'il n'y a pas que l'immigration, il y a tout un ensemble de sujets, mais ça, visiblement, soit ils ne connaissent pas, soit ils n'osent en parler parce qu'ils sont culpabilisés. Puis il y a la terreur, c'est terrible. Mais oui, mais c'est ce que je dis, ils sont culpabilisés. La terreur en Allemagne, c'est épouvantable. Ils sont culpabilisés. Donc, tant que les Allemands seront culpabilisés, il ne faudra pas attendre de miracle de ce côté-là. Non, je crois que le seul espoir que l'on peut avoir, c'est du côté de l'Est,
non seulement avec Poutine, mais avec des gens comme Viktor Orban et d'autres. Et les autres pays d'Europe de l'Est réagissent beaucoup plus que les pays occidentaux. L'Allemagne de l'Est aussi. Mais là encore, c'est une observation. Les pays qui ont été touchés par le communisme se relèvent beaucoup mieux que les pays touchés par la démocratie. Parce que la démocratie pourrit, le communisme force les gens à se renfermer, à vivre dans une espèce de coque de protection. Quand disparaît l'agression extérieure, eh bien, ce qui était à l'intérieur sort. Et c'est ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Si Poutine a du succès, c'est parce que ça correspond en grande partie, à l'aspiration du peuple russe. Il retrouve sa fierté, mais je faisais tout à l'heure, je me répète encore une fois, je faisais le parallèle entre la Russie de Helsinki et la République de Weimar. Poutine, toute proportion gardée, et heureusement ce n'est pas du pareil au même, et l'Hitler de la Russie. Mais il est plus subtil qu'Hitler. Et quand on voit, vous curieux, vous ne m'avez pas posé la question sur le pourquoi de son retrait de Syrie. Si. Vous ne m'avez pas posé la question. Pour pouvoir participer aux négociations. Non, non, madame. Et pas ça du non, mais non, au contraire, au contraire. Non, c'est très amusant, ça correspond tout à fait à la notion que j'ai déjà essayé de vous donner de la personnalité de Poutine. C'est un joueur d'échecs qui calcule à très long terme. Que veut dire ce retrait militaire? Apparent, parce qu'on sait qu'il continue à bombarder. Premièrement, c'est dire, écoutez, c'est pas moi qui participe aux négociations, contrairement à ce que vous pensez, madame. Je m'en vais, ça va se passer entre Syriens, entre les différentes parties syriennes, l'opposition soi-disant modérée, et puis les fidèles de Bachar el-Assad. C'est eux qui vont décider de leur propre sort. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas un colonisateur de la Syrie. C'est ça que son retrait veut dire. Or, comme, grâce à l'intervention russe, ça a modifié la donne sur le terrain, Bachar el-Assad va pouvoir dire « Ah oui, mais c'est moi qui impose mes conditions ». Et Poutine, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un communiqué, a dit « Mais vous savez, si la situation l'exige, on peut revenir en 24 heures. » Alors, et il n'y a qu'à voir à quel point les médias occidentaux ont été désarçonnés. Les Américains n'ont pas su quoi répondre. Ils ont été pris à contre-pied. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Ils n'ont pas compris. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de Trump? J'y ai déjà répondu ce matin dans notre entretien. Ah bon? J'étais pas là. Et je vais répondre à votre question. Bon, premièrement, je n'aime pas le personnage. Je n'aime pas le personnage. Il est mégalo, provocateur, etc. Et quand on le compare à Le Pen, c'est pas faux. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que c'est compétent? Est-ce qu'il a des compétences? Écoutez, si vous me laissiez terminer ce que j'essaye d'expliquer. Ce qui est intéressant dans le phénomène Trump, c'est pas Trump lui-même. C'est ce que cela représente de rejet de ses partisans vis-à-vis de l'establishment américain. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça aussi qui est inquiétant. C'est que, est-ce que le personnage Trump n'a pas été lancé en avant comme un Le Pen pour détourner sur une voie de garage la réaction des Américains qui auraient pu se porter sur un David Duke ou un autre? Vous voyez? Alors, quand on apprend que par son père, il avait des contacts avec le Ku Klux Klan, que sa fille s'est convertie au judaïsme, on se pose tout de même quelques petites questions. Et puis l'observation que j'ai faite, ce sera dans le prochain numéro de la politique. Bon, apparemment, il est rejeté par l'establishment.
à cause de toutes ces phrases, quelque peu, d'ailleurs, certaines d'entre elles, tout à fait justifiées. C'est un financier qui bâtit sa fortune sur son travail. Comment se fait-il que les milieux financiers de Wall Street n'essayent pas de l'avoir par le biais financier? Il paraît que une grand-mère, enfin du côté de sa mère, est juive, les Bovitz. Les Bovitz, ah oui, ça, c'est tout à fait juif. Vous êtes sûr de l'information? Ça, je ne l'ai pas vu. Je ne me souviens pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu. C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est pas le personnage qui m'intéresse, c'est ce que cela représente de rejet de l'Amérique profonde de l'establishment. C'est ça qui est intéressant. Mais, à mon avis, c'est une voie de garage comme à Le Pen en France. Est-ce qu'il sera élu? Hein? Est-ce qu'il sera élu Non. président? Non. Bon, là, écoutez, je ne suis pas Madame Soleil, hein, quand même. Non, il aura l'investiture des Républicains. J'en sais rien. Ah, si. Je n'en sais rien. Il est trop tôt pour faire un. Ah, si, il a un bon nombre de mandats. Ah, il peut avoir un accident de son avion. Oui, ça arrive souvent aux États-Unis. Hein? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent aux États-Unis, oui. Il y a souvent des petits incidents comme ça. Ouais. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on a pas mal fait le tour des problèmes actuels. Voilà, merci beaucoup. De rien.